Ça fait un bail que je voulais parler de l'alcool, et vous allez peut-être comprendre pourquoi. Pourquoi pour moi, refuser l'alcool, c'est un statement politique, carrément. Un jour je ferai un désertion spécial straight edge, mais pour le moment, c'est pas le cas. Mac Barrett, j'allume la cam, le voilà. Applaudissements. Salut les jeunes. Ça a cassé l'ambiance directe. Là, je vais mettre quelques liens pour présenter un peu le personnage, parce qu'il est là pour nous parler d'alcool, d'alcoolisme et tout, mais c'est un bonhomme en soi qui mérite d'écrire un bouquin ou faire un docu entier sur lui, quoi. Donc déjà, c'est le gars, c'est la tête pensante de Clandé, Radio Clandé, un truc qu'on a créé ensemble. Donc là c'est le site là, clan-d.net, et aussi c'est un informaticien de génie, d'accord. Et ça, je tiens à poser le décor pour dire que ce mec pour moi est un diamant dans la poussière. Vous voyez derrière lui là, il y a un peu de poussière, mais le mec en lui-même il brille, tu vois. Et il fait face à des démons qui me rendent fou moi autant que d'autres, d'accord. Donc c'est pour ça que ça m'énerve encore plus cette situation et que j'ai envie de tout péter. Et une des raisons pour laquelle moi j'ai arrêté totalement de boire, c'est grâce à mon poteau, d'accord, parce que j'ai réalisé que c'était important de le faire, voilà. Et donc, à Désertion, vous le connaissez surtout pour ça. Ah, cette vidéo de bâtard. Il y a eu le live d'hier soir où j'étais complètement défoncé et que j'ai traité énormément de gens, dont les véganes, ce genre de choses, etc. Bon, c'était une erreur. C'était une erreur terrible. C'est le fameux homme de l'erreur terrible qui a essayé d'insulter des véganes sur internet. Et tu peux nous raconter vite fait ce qui s'est passé ce jour-là? Non, mais bah, écoute, Non. en fait, c'est simple. Moi, quand j'ai bu, je suis très agressif. Enfin, c'est un peu aléatoire, hein. Des fois, je vais être très fêtard, machin, etc. Mais quand j'étais à 2 litres de whisky par jour, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça remonte au mois de juillet-août. Enfin, j'ai fait tout le début de l'année comme ça. Et bah, j'en veux à la terre entière et je prends ce qui me passe sous le bras. Bon, bah là, c'était les véganes. Bon, bah, hop, bah, manque de bol. Alors que j'en pense pas un mot, tu le sais bien, sinon je te calculerais même pas en fait. Donc du coup, j'espère que j'ai pas trop forcé, parce que comme d'hab à Désertion, dès que j'ai un sujet, je m'enflamme et j'ai 3 pages de liens dans tous les sens, tu vois. Mais faut quand même que tu puisses nous raconter la réalité de ce que c'est, de cette vie, tu vois. Et ta lutte et tout, tu vois. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu une lutte au quotidien. T'essaies d'être abstinent depuis un certain temps, là, tu m'as dit? Ouais, depuis le mois d'août. Et Depuis le mois d'août. Depuis le 14 août exactement, ça tombait un lundi. Et le 12 août, c'était l'anniversaire de la mort de mon père. J'ai pris une caisse des enfers. Là, j'ai dû faire 2 litres et demi. Enfin bon, je dis ça à moitié en rigolant, mais c'est peut-être fort probable parce que j'avais pris des cartouches. J'ai assaisonné plein de membres de la famille sur Facebook, c'était vraiment sale à voir. Et puis bon, tu sais, des trucs à ni queue ni tête, des insultes bas de gamme, enfin bref, voilà. Et le 14, j'avais mon poteau d'enfance qui me dit, bah allez, moi je te traîne pendant une semaine, on fait de la marche, on fait de la randonnée, je suis au chum dur, on va te bouger le cul. Et c'est là que j'ai arrêté en fait. Et depuis, j'ai dû boire une 10-15aine de bières globalement. Toi qui as essayé plein de fois d'arrêter, ça te semble une bonne tentative ou c'est dans la moyenne, c'est quoi? Ma mère a dit, ouais, ok, là il y a clairement une différence, t'es plus du tout le même. Dans le bon sens du terme. J'ai retrouvé des amis, des vrais amis, des vraies personnes bonnes, sincères, qui finalement avaient pris leur distance parce que juste c'était de l'autodestruction avec de l'agressivité. Enfin, il y avait tout ce que tu peux avoir de négatif dans l'alcool. Je concaténais tout en une seule personne et tous les jours. Donc mentir, planter les rendez-vous, dissimulation, planquer une bouteille dans le falzar. Le seul truc, c'est que j'ai jamais volé. J'ai trouvé un article de À Gauche Sport qui dit « Un quart des Français alcooliques, l'alcool un fléau national ». D'après une enquête statistique réalisée auprès de 15 000 personnes en 2020, 23,7% de la population âgée de 18 à 75 ans a une consommation d'alcool considérée comme étant sérieusement un risque. Leur conclusion a été la suivante. Si vous consommez de l'alcool, il est recommandé pour limiter les risques pour votre santé au cours de votre vie de ne pas consommer plus de 10 verres standards par semaine, donc c'est déjà plus d'1 verre par jour, et pas plus de 2 verres standards par jour. D'avoir des jours dans la semaine sans consommation. Donc les mecs, on est à un tel point en France qu'ils osent même pas dire arrêtez l'alcool ou commencez pas. Ils disent juste pas plus de 10 verres par semaine, vous murgez pas trop et tout. Je suis allé en CMP là il y a pas longtemps, je recommence le suivi psychiatrique, tout ça, je me dis c'est le bon moment là, sans tease, ça peut marcher. Bon, on va revenir sur le sujet un peu plus tard parce que c'est l'alcool qui me l'a déclenché. L'infirmier psy, donc on parle de l'alcool et tout, il dit ouais bon vous savez ce qu'on dit en électologie et tout, je dis ouais. Je dis ouais bah oui, j'ai fait 5 cures, 2 post-cures.
Ils disent, une fois que vous êtes dedans et addict, 0, c'est 0. Ils disent, Eh ben finalement, c'est en train de changer et maintenant on fait du au cas par cas. Je fais, mais je sais, mais pourquoi? C'est un produit de merde. Il n'y a rien à sauver là-dedans. Ah bah oui, mais maintenant, vous savez, on préfère traiter les cas personnellement. Tu vas Tu vas faire quoi? J'ai arrêté 2 ans et demi. J'ai arrêté 2 ans et demi sans une goutte et j'étais dans ce qu'on appelle une abstinence heureuse. C'est ce que je me permets d'appeler de cette manière-là. Alors qu'avant, j'aurais demandé, vas-y, je peux taper dans ton verre une gorgée, s'il te plaît, tu vois, des trucs de Varcreux bien vénère. Franchement, 2 ans et demi, nickel. Je perds ma meilleure amie, bon, enfin bref. Et je passe devant un bar, je dis ouais allez vas-y je vais prendre un demi, ça va pas me buter. Le lendemain j'ai acheté un pack de 8-6. Ah, d'après l'enquête statistique publiée récemment, même avec un repère très élevé, ce sont encore près du quart des gens qui dépassent les limites. Pour avoir traîné des années, des décennies dans les bars et moi j'aborde la discussion assez facilement. Il y a énormément de gens qui sont certains appellent ça le déni, moi j'appelle ça des alcooliques qui s'ignorent. Le fameux burp, moi j'arrête quand je veux. Et alors qu'en fait tu les vois toujours à la même heure, tous les jours, boire la même chose et repartir sur 4 pattes. Mais c'est un alcoolisme latent dans ce pays, c'est clair que tout le monde est un peu pris là-dedans. Il y a une grosse culture avec les lobbies du vin, Ricard Pernod, qui est l'une des plus grosses entreprises françaises, enfin tu vois, ils vont pas laisser filer la poule aux œufs d'or. On va y venir à ces enfoirés, on va y venir. Il y a donc une immense bataille culturelle et sanitaire, mais surtout culturelle, à mener sur ce sujet. L'alcool est ultra présent dans les mœurs de manière tout à fait banale, alors qu'il s'agit d'un produit extrêmement dangereux aux effets dévastateurs connus. Il y a des progrès certes, notamment grâce à la loi E20 qui depuis 30 ans a permis à la société de se prémunir un peu contre les lobbies et le business de l'alcool, un peu. La loi E20 c'est bien beau, mais tu remarqueras, tu vas dans un supermarché et tu dis tiens je vais m'acheter du soda. D'accord, tu vois, un truc classique. Et bien, tu verras que ton supermarché ou même ta supérette en fait, les rayons ils sont construits de telle manière que tu passes d'abord par rayon alcool avant d'arriver au rayon soda et eau. On est parti là en mode lobby. Le secteur de la tease c'est absolument monopolistique, c'est à dire que tu as 3-4 boîtes qui possèdent absolument toutes les marques de binous, d'alcool fort, etc. Et tu as AB InBev. Alors AB InBev c'est des démons complets, ils possèdent Philip Morris, il tue des gens avec ça, il possède Burger King, il tue des gens avec ça. Et il possède tout type de tease, regardez là toute la liste là. Et en plus, il finance la chasse à courre en forêt de Retz avec la baronne Van Spoelbeck, qui est morte récemment. AB InBev dont je viens de parler, 6 milliards de bénéfices l'année dernière. Pernod Ricard, EC, il représente 2 milliards 3 de bénéfices l'année dernière. Et ensuite, SAB Miller qui possède la grande majorité des binous dans le monde, 3 milliards de bénéfices nets par an. C'est vraiment des mastodontes qui pèsent très très fort et ils ont des moyens illimités en fait. Illimités. Ils arrivent à pousser de tout leur poids sur les campagnes publiques de prévention de l'alcool. France Info, ça date d'il y a 2 mois là. Campagne de prévention sur le risque de l'alcool annulée. Le lobby de l'alcool a infiltré tout l'appareil d'État, dénonce l'association Addiction France. Et là j'ai ça là, sorti récemment, Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, mon pote de la Santé, qui dit non, je pense pas que le vin aujourd'hui ça soit une drogue, mais la consommation de vin peut devenir une addiction. Généralement, c'est pas que le vin. Généralement aussi, ce sont des alcools forts. Il essaie de dédouaner le vin en fait parce que le vin c'est le lobby à la française, j'ai l'impression, non? C'est les plus gros, ma couille. Je pense que les Français, il y en avait un tout à l'heure qui nous disait que ça nous ferait un retour de seringue. Le gouvernement vous dit comment vous devez vivre. Ça les fait réagir. Alors en fait, c'est les mêmes putains d'arguments que quand hier on a écouté le lobby de la bagnole qui disait non, pas de radar, pas de limitation de vitesse, pas de ceinture, pas de clignotant parce que nos libertés, gilets jaunes, etc. Ils sont en mode liberté des Français de s'entretuer ou de se tuer à petit feu. Mais c'est criminel de dire ça. Parce qu'il est responsable de la putain de santé en France. Je mets ça, c'est un petit docu que j'ai vu passer à la télé récemment. S'il sert aujourd'hui plus de bière, la vie d'Arnaud Rousseau a pendant plus de 19 ans tourné exclusivement autour des alcools vendus par Pernod Ricard. Son métier, c'était celui de sales. En français, un délégué commercial. Si le délégué suit bien son client, le barman va être un petit peu l'ambassadeur de nos produits et peut-être suggérer un petit peu plus nos produits que les produits concurrents. Et à ce moment-là, forcément, les ventes en découlent, quoi. Il parle d'organiser des soirées spéciales Ricard et trucs comme ça, ou genre tout le monde arrive souviens-toi, Erol au Saint-Tube, il avait fait des soirées chouf.
Et une semaine avant, tu voyais le représentant qui venait et il disait, ouais, on a des figurines, on a des porte-clés, Ouais. on a des machins, tu vois, avec les goodies et tout, tu vois, t'aimes bien. Tout le monde aime bien repartir avec un petit porte-clés, une petite connerie. Il y avait une bouteille d'une cuvée spéciale de la Chouffe pour le gagnant de la soirée. Et tout ça, c'est des soirées sponsorisées par Chouffe. Ça arrose, c'est des prix happy hour, etc. Donc il y a énormément de débit et énormément de flous qui rentrent dans les caisses. Et banco. Et après, les gens que t'as accrochés ce soir-là, t'en as 80 qui reviennent pendant des mois et des mois derrière, tu vois. Putain. Ces Regarde, pratiques sinon, sont ils feraient pas identiques. ils feraient pas les bières pour ados. En fait, j'appelle ça des bières pour ados. Les Smirnoff Ice, c'est tout là. Smirnoff Ice et tout, tu vois, parce que ça, c'est sucré, c'est génial, boisson de jeune, ah là là, t'es hype et tout. Mais ça, c'est pour que dès 16-17 ans, t'aies déjà le coup de te dire, ouais, je vais prendre une petite bière, quoi. Désolé, mais je dois rendre hommage quand même à un barman de Compiègne, c'est Roll, pour de Ouais. multiples raisons, mais il y en a une. C'est un jour, il a dit, écoute, Mec Barrett, il dit, moi, j'arrête de te servir de l'alcool, j'ai pas envie d'être complice de ta destruction. Et il s'y est tenu ou pas? Ouais. Même quand t'es venu posticher, déguisé. servi de l'alcool depuis 2019. Big up à Errol, qui a perdu combien de centaines de milliers d'euros en ne servant pas d'alcool? À mon avis, je lui fais un trou dans la caisse, hein, soyons clairs. Hein, mais Ouais, moi, j'arrivais là-bas tous les jours, je buvais 6 à 8 pintes de chouffe au réveil à 16h30 du matin. Vraiment, quand t'es dans le mal et tout, genre combien est-ce que tu peux claquer par mois dans les bars? voir ce que ça Moi, représente pour eux, tu vois. j'ai fait un mois à 1300, j'avais été obligé d'emprunter. Putain. Et ok, d'accord. Et donc 1300 par mois pour un bar, t'imagines que c'est pas rien, tu vois. C'était réparti sur plusieurs bars, c'était des notes. J'ai dit, ouais, je vais faire la tournée pour payer les notes. Et je me suis rendu compte qu'avec mon maigre revenu, je pourrais pas. Les bars de Compiègne, ils font des chromes, c'est ça? Genre dès que. À moi, oui. À moi, oui. Pourquoi tu penses qu'ils acceptent? Parce qu'ils savent que je vais revenir. Ouais. Et du coup, ils Et peuvent pas. que, à un moment ou un autre, je serais bloqué, je serais obligé de repasser chez eux parce que j'ai besoin de ma dose. Non, mais le mot est choisi. J'ai besoin de ma dose, donc à un moment ou un autre, ils savent que même si j'ai pas de thune et que je leur en dois déjà, je fais allez, s'il te plaît, sois cool. La plus grosse dette en une fois que j'ai fait, c'était au Georges 547 balles en un mois. Et j'avais 330 au Shamrock et 250 au Sinclair. Et du coup, si ces mecs-là, ils décidaient de plus te servir et de plus te faire de chrome, ils savent que tu vas juste aller ailleurs, tu vois. Et donc, du coup, c'est eux qui vont perdre de l'argent. C'est exactement ça. Au Macadam, une fois, un ancien barman, il m'avait dit, bah tu vois, on avait dit qu'on ne servirait plus d'alcool, mais je préfère moi te servir, comme ça au moins je sais ce que tu bois, je sais quand tu rentres, plutôt que tu sois chez quelqu'un d'autre et que tu fasses des trucs de dingue. Et tu fais des trucs de dingue chez lui, mais au moins, il sait ce que tu bois. Du Pernod Ricard, version 3, payé par son Non, mais assistant. c'est fausse bonne conscience, hein. C'était franchement, j'allais pas le prendre pour un ami quand il m'a dit ça. Ouais. Il dit qu'il n'en avait rien à foutre de ma gueule, c'est juste qu'il s'assurait un revenu. Faut-il laisser les ados boire de l'alcool à Noël? L'alerte de la Ligue contre le cancer avant les fêtes. La première fois qu'Emma a goûté à de l'alcool, C'était à Noël l'année dernière, donc quand j'avais 13 ans et demi. Après c'était du vin, juste pour accompagner le repas et un peu pour fêter Noël quoi. Mais c'est pas souvent, c'est peut-être 1 ou 2 fois par an, donc ça va pas faire tant de mal. Hein. expérimenter l'alcool jeune, une pratique largement banalisée selon la Ligue contre le cancer. Même Charlie, qui sensibilise sa fille sur les dangers de l'alcool, a craqué pendant les fêtes. Ça devait être vers l'âge de 14 ans et c'était donc un soir de l'an. C'était vraiment pour fêter en fait la nouvelle année. Donc en fait, elle a juste goûté un petit peu de champagne. C'était l'idée vraiment qu'on passe la nouvelle année tous ensemble et en même temps, c'était un cadre qui était un peu contrôlé. Donc je voulais pas la priver aussi de ça et je me suis dit bon bah voilà, elle peut goûter un tout petit peu. Pourtant, essayer l'alcool avant l'âge de 15 ans, c'est loin d'être anodin, selon le président de Fédération Addiction Jean-Michel Delille. À partir du moment où on rencontre une substance potentiellement addictive avant l'âge de 15 ans, on a d'autant plus de risques éventuellement de perdre le contrôle, puisque c'est un âge où le cerveau est particulièrement vulnérable à l'influence des substances psychoactives. Je réalise en voyant ce truc, tu vois, en le regardant comme ça à la télé, tu dis ouais c'est un peu choquant et tout quand même, pourquoi les gens ils font ça? Mais tout le monde a un peu fait ça. Genre moi je sais que mon grand-père il me faisait goûter de la vodka genre trempe-toi quand j'avais 10-11 ans. J'ai bu du champagne au premier de l'an. Et tu vois là comme ils en parlent, on dirait genre ouais mais c'est obligé, genre c'est pour la fête, tu vois, si elle a pas de champagne elle peut pas participer à la fête. On dirait que c'est lié vraiment de manière intrinsèque dans la tête des gens. Et du coup ils font teaser leurs gosses pour...
Ça rejoint un peu une théorie que j'ai élaborée, tu vas comprendre en quoi ça la rejoint. Dans les bars, les gens comme moi, pour les autres gens qui ont un problème avec l'alcool et qui sont plutôt dans le déni globalement, on est des alibis. On les aide beaucoup, ces gens-là, indirectement, parce qu'ils ont la faculté de se dire « Ouais, mais au moins, je suis pas comme lui ». Il y a des gens comme moi qui sont affalés sur le comptoir à prendre des double whisky à 27 balles le verre. On leur sert d'alibi, ils disent ouais, ça va, je suis pas encore arrivé là, c'est bon, je peux m'arrêter quand je veux. Alors qu'ils sont dans le déni total et qu'ils sont là tous les jours à la même heure. Ouais, mais ils veulent pas le réaliser. Et du coup, ils ont pas trop envie que t'ailles mieux, toi non plus. Parce que du coup, ils se retrouveraient tout seuls. Ouais. Ça les arrange pas. Et j'ai toujours dit, le jour où je claque, les mecs au comptoir ils vont dire Ah, t'as vu, Mike Barrett, il est mort et tout. Ouais, bah ça devait arriver, il teasait vachement. Ah, c'est rare. Avec un verre à la main. carrément. Bon, tu bois quoi? T'as vu le match hier? ils en ont rien à cirer. C'est pas tes potes. Tu nous racontes comment, je sais pas moi, comment t'as commencé à vraiment, je sais pas moi, boire ou enfin. À 18 ans, bon, j'ai commencé à 15-16 ans, un peu globalement, je vais dire comme tout le monde, avec les potes où on traîne, on prend un pack de crocs, on se roule par terre. Au lycée et mais tout, ça n'a ouais. jamais été trop violent et c'était surtout que les week-ends et je me remettais plutôt pas mal. Après, je suis parti sur Paname à 18 piges, habité, j'ai fait technicien réseau, admin réseau, machin, tout ça. Et quand j'ai perdu mon premier boulot, bah, tous les soirs, en sortant du Tromé, je passais devant un épicier. Et là, j'ai dit, ouais, bah, nique sa mère. Et j'ai pris une taille de Sky, elle est partie dans la nuit. T'es passé de 0 à 100 comme ça, un soir? Ah ouais, c'est une explosion, quoi, très clairement. Mais ça couvait, en fait. C'était une cocotte minute qui pétait à ce moment-là. Et en fait, durant tout mon mois de préavis, je me suis complètement démonté la gueule. Je faisais une bouteille par nuit. C'était des bouteilles de 70, j'étais pas encore au 1 litre, etc. Je prenais pas les 1 litre. Et puis, bon, ça a déclenché des bouffées délirantes, des crises psychotiques, etc. Il y a eu le 11 septembre, j'ai complètement décroché, j'ai fini en HP. Voilà, grosso modo, les débuts fantastiques de Mike Barrett dans la vie, quoi. Et quand est-ce que t'as pigé que c'était lié, tout ça? Genre, t'as dû voir un doc et tout pour comprendre que les crises, c'était lié à l'alcool ou quoi? J'étais au CMP du 15e et puis j'ai raconté ma life et dit bon, ok, on va vous prendre très rapidement. Puis bah, j'ai eu des antipsychotiques que je mélangeais à l'alcool. Et puis après, je suis revenu vivre chez ma mère, donc vivre à la campagne, ça rétablit un peu. Paname, t'as l'alcool à portée de main, ils te livrent de l'alcool à 4h du matin, enfin voilà, il y a tout qui est ouvert, c'est open bar, très clairement. Et à partir de là, la machine a été lancée pour les 25 ans à suivre. Hein. Quand t'en parles, par exemple, ta première phase vénère avec le Sky, c'est clairement lié à une période un peu de dépression, tu vois, où ça allait pas. Et quand t'as reparlé de ta pause de 2 ans et demi, c'est quand t'as perdu quelqu'un, à la fin t'as replongé. Est-ce que tu penses que c'est pas lié directement à des événements de ta vie, et quand t'es dans le mal, c'est un genre de porte de sortie qui donne sur un mur, ok, mais... C'est mon pansement sur la jambe de bois, si tu veux. Je règle pas mes problèmes avec l'alcool, mais je les oublie au moins temporairement. Et puis ils reviennent encore plus fort le lendemain, mais comme t'es trop occupé à dégueuler, à essayer d'avaler quelque chose, bah t'y penses pas. L'alcool médicalement, il a un double, d'un point de vue purement médical, il a des effets terriblement pervers, parce que moi, mon médecin traitant m'a dit texto, mot pour mot, je m'en souviendrai toute ma vie, oui, mais c'est tout à fait normal, parce que l'alcool, c'est le meilleur anxiolytique du monde. Ça vaut tous les Serestas, ça vaut tous les Lexomil que tu veux, c'est le meilleur anxiolytique du monde. Et en fait, le lendemain matin, quand tu es dans le mal et que tu dégueules, et ça, c'est ce que j'ai demandé à un addictologue, quand tu dégueules le lendemain matin, ça n'a rien à voir avec une crise de foie. C'est pas une crise de foie, c'est une crise de manque façon héroïne, mon pote. Comment tu fais la différence? C'est très simple. La fameuse question de combattre le feu par le feu. Moi, quand je dégueulais le matin, qu'est-ce que je faisais pour arrêter les vomissements? Je me servais un bol de whisky, un bol parce que je pouvais le prendre à 2 mains, donc comme ça, les tremblements, j'en foutais pas partout. Tu m'avais raconté que en rentrant de soirée, où je me souviens plus trop, t'avais vraiment vomi du sang et t'avais pas perdu connaissance jusqu'à ce que le doc te dise que t'allais mourir. Je faisais des hémorragies digestives, donc au départ, qui duraient...
qui durait de 1h30 à 2h, où en fait tu gerbes, mais c'est des gerbes qui viennent de beaucoup plus loin dans le bidon en fait. Et au bout d'un moment, bah, t'as un petit filet de sang, puis après il n'y a plus que du sang qui sort, et tu baves, et t'es là, et t'es achevez-moi, et t'es en PLS dans tes chiottes. Et la dernière crise que j'ai faite, elle a duré 12 heures. Mais c'est après une de ces crises que t'étais allé voir un doc et il t'avait dit si vous continuez, vous avez 6 mois à vivre, un truc comme ça. Parce que c'est ça dont je me souviens, moi, c'est ce moment-là. Ouais, mais ça, on me l'a dit des millions de fois, et tu vois, je suis encore... Par contre, là, c'est vrai, le rythme, tu vois, j'ai déménagé de Compiègne au mois de mars, je suis parti dans le rythme de litres de Sky par jour, parce que j'ai trouvé un épicier qui me faisait des chromes et qui s'en battait les couilles. Je continuais comme ça, je m'arrêtais pas au mois d'août. Bon, dans un an, j'étais plus là, c'est sûr. Hein. T'as connu des cures d'addicto, et même plus genre des cures de repos, c'est comme ça. Déjà, comment tu décides que tu vas partir en cure? Est-ce que quelqu'un te convainc, ou toi, tu sais que t'as pas d'autre issue parce que le monde est contre toi et qu'il faut que tu t'isoles? Comment ça se passe dans ta tête? Ça peut venir de multiples trucs. C'est une grosse pression familiale, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une discussion avec le médecin, avec le psychiatre, avec le psychologue. Tu peux être redirigé médicalement, socialement et personnellement en fait. Et donc ta première addicto, comment ça s'est passé? C'était à Compiègne? T'es allé au service C'est par groupe d'une petite vingtaine. Bon, ça a beaucoup changé depuis, hein, parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens. T'es à résidence pendant 3 semaines. Ok, tu as le droit de sortir ou pas? Oui, ils peuvent pas te retenir. Les permissions, première semaine, tu te brosses. Première semaine, c'est le sevrage. Il faut en moyenne entre 3 et 7 jours pour être sevré physiquement de l'alcool. La deuxième partie, la plus compliquée, celle dans la tête, ça peut prendre des décennies. Comme ça peut faire tilt une bonne fois pour toutes. Deuxième semaine, tu as le droit de sortir le samedi après-midi dans Compiègne. Bon, parce que là, en l'occurrence, c'était l'hôpital de Compiègne. Mais ça diffère selon les centres. Chaque centre a sa tambouille. Hein. Et la troisième semaine, tu sors pour de bon, donc la question se pose pas. Mais techniquement, c'est un cocon pendant 3 semaines. Et le piège, c'est que le monde dehors, lui, il change pas. Les bars, ils sont toujours ouverts. C'est toujours les mêmes patrons, c'est toujours les mêmes clients. Tu ressors, tu trouves le monde que tu as quitté en rentrant. Donc il faut t'y préparer aussi. Et comment ils t'y préparent à ça? Juste en te rappelant que rien n'a changé sauf toi. Ouais, d'accord. Et j'imagine que c'est ça le pire en fait, c'est que tu te retrouves dans un environnement où tu peux pas picoler sauf vraiment si t'es en mode marché noir et tout, mais quand tu sors, bah c'est les mêmes gars qui vont t'engrainer à boire parce qu'ils ont besoin que tu boives avec eux, c'est les mêmes patrons qui sont engrainés par Pernod Ricard pour te faire boire, et en fait tout ton monde à toi, j'imagine particulièrement, tous tes potes c'est des mecs de bar et tout. Comment tu te retrouves chez toi, lâché un peu dans la jungle? Comment ça se passe les premiers jours en ressortant de cure? Dans ta tête moi, et tout. c'est simple, hein. À part la deuxième cure en 2009, donc qui avait fonctionné 2 ans et demi, c'est la seule qui a fonctionné. J'ai fait une post-cure en 2018. Je suis rentré à Compiègne. J'ai fait 1 semaine avec mes nièces chez ma mère, donc pas d'alcool dans la famille, c'est ultra interdit, tabou, machin. Je rentre à Compiègne. Je dis, allez, nique sa mère, je vais aller boire un verre. J'ai fini en dégrisement. Retour de post-cure, premier jour, dégrisement. C'est quoi post-cure? Parce que cure c'est 3 semaines et post-cure c'est quoi? Ça peut aller 3 mois, 1 an, c'est du renforcement, quoi, mais pas musculaire. Ouais, tout sauf musculaire. Et t'es dans un lieu à part et tout, genre t'es dans un centre de repos? Là, j'étais dans un château dans la forêt, etc. On a fait du golf, on a fait du tir à l'arc, on a fait des trucs d'art, tu vois, et des activités sportives. Okay. Tu fais pas de la muscu, hein, tu vois, mais tu te remets en forme. Je dis pas que tu retrouves, tu réveilles tes muscles, tu réveilles tes articulations, voilà, bref. Okay. Et beaucoup d'ateliers, de remise en question, de discussions, de tables rondes sur les points de vue, sur la consommation, telle situation, comment vous réagiriez, quelle est la meilleure manière de réagir. Ça fait partie des trucs qu'ils te disent, mais... si vous devez absolument aller dans un bar, prévoyez d'avance une boisson sans alcool, comme ça quand on vous demande vous buvez quoi? Un Schweppes s'il vous plaît. Faut que tu le sortes cash, parce qu'il dit vous êtes sûr? Et toi tu vas hésiter, tu vas dire ouais non vas-y mets-moi une bière. Première cure, je rencontre une meuf, elle habite à Cannes, je vais passer 2 semaines chez elle, le premier jour
Et le deuxième jour, on va faire les courses, on prend une bouteille de rosé, 9h du matin, j'étais au rosé. Ils ont beau te préparer comme ils veulent, ils ont beau avoir tous les psys et toutes les méthodes couées, mais quand tu sors... La réalité du monde extérieur, c'est niqué, mon pote. Mais tu te souviens quand je t'avais invité chez moi, il y avait tout le monde, il y avait Kostia, Big Ben, il y avait peut-être Chilom ou Fresh Cut, je me souviens plus. Tout le monde prend une bière ou un verre de vin ou je sais pas quoi, et ça arrive à Mac Barrett, et là t'as une hésitation, tout le monde le regarde genre qu'est-ce qu'il va dire et tout. Et s'il y a personne d'autre que toi qui prend pas d'alcool, tu vas être doublement tenté, genre t'es le mec tout seul au fond de la table qui est pas comme les autres parce que t'as un problème, c'est toi qui as un problème, nous regarde pas parce que nous on a le droit de boire, on n'est pas malade comme toi et tout. Et j'en avais marre de ce sentiment de voir mon poteau qui est isolé alors que c'est pas de sa faute, tu vois. Je me suis dit au moins, tu vois, le fait de pas boire, je serais le deuxième gars, tu vois, qui va briser ce mur et dire non, mais c'est pas absolument unanime de picoler tout le temps. Il y a toute une catégorie de gens qui peuvent prendre un jus d'orange, tu vois, c'est normal de prendre autre chose, quoi. Bah, il y a deux trucs, il y a la pression sociale et l'effet de groupe. Oh, allez, tu vas bien trinquer avec nous. C'est la phrase classique, tu vois. Oh, allez, c'est pas un verre qui va te faire du mal. Ouais, mais le verre, il va en appeler 5, 10 derrière. Qu'est-ce que tu m'en racontes? Et pour les fêtes, surtout, ça va être ça. Quand t'as une couille avec l'alcool, que t'as trempé suffisamment dedans pour être vraiment, ça part en vrille, une gorgée suffit à partir en couille. À me lancer la machine, et là, on t'arrête plus. Moi, je m'arrêtais quand j'étais par terre ou qu'il n'y avait plus rien à boire, ou que le bar fermait. J'ai trouvé cette vidéo d'une nana qui témoigne de son expérience. Elle a arrêté de boire récemment. Et puis un jour, je me suis fait licencier et puis là, je bougeais plus de chez moi et je buvais toute seule et je buvais pour boire, quoi. Et puis là, ça... Même histoire que j'ai entendue il y a quelques minutes. Alors là, plus rien du tout de flamboyant, ni de... Que moi, en fait, effectivement, je présente bien, j'ai pas du tout la tête de l'emploi. C'est vrai que si on me compare à un mec qui est au pastis à 9h du matin, visuellement, c'est pas la même chose. Et pour autant, l'alcool m'a sans doute fait autant souffrir. Et même physiquement, m'a autant attaqué que cet homme-là. Tu vois, t'as tout le monde qui a la coupe de champagne à la main, les petits fours qui tournent, etc. Tu dis, vas-y, je vais pas faire le schlag, je vais me prendre une coupe comme tout le monde. Tu te retrouves à 15 coupes à la fin de la soirée, tu te dis, mais attends, je me souviens plus du début, là. Non mais comme tout le monde il fait grave mal. Stéphane il dit je peux tenir plusieurs soirs en buvant peu ou pas, mais ouais si on me donne la soirée où je peux me la coller, je me lâche. Et moi j'étais comme ça avant 2016 aussi, où je sais que j'avais du mal à m'arrêter, hein. Et aussi une des raisons qui fait que je me suis arrêté, c'est que quand on me racontait ce que j'étais le lendemain, tu vois, ben c'était pas ce que je voulais être en fait, et j'avais des regrets. Et en fait au final j'étais sûrement moins marrant, moins intelligent, moins fin que ce que je suis sobre, tu vois. Il y a juste moi qui m'amusait dans ma tête. C'est le monde de l'illusion parce que t'as l'impression de faire marrer tout le monde, t'as l'impression d'avoir des punchlines de bâtard, que ça fuse. Et en fait, quand tu regardes une vidéo de toi le lendemain où t'étais en train de penser que tu cartonnais ta race, en fait, t'étais en train de bégayer, de chercher tes mots et tout le monde se cassait parce qu'ils en avaient marre d'essayer de te déchiffrer, quoi, tu vois. Depuis que je bois plus du tout, tu vois, c'est un peu dur de me retrouver dans les soirées, dans des bars ou dans des fêtes, parce que quand tout le monde se met à picoler, je suis le seul gars, tu vois, qui va rester sobre. Donc au début, ça se voit, tu vois pas la différence. Puis au bout d'une bière ou deux, où moi je reste à zéro, tu vois, je commence à voir petit à petit les gens qui sont de moins en moins marrants, de moins en moins intelligents, et je fais ah merde, tu vois. Et juste le fait d'être là, je me sens être un con qui juge, tu vois, parce que je vois tout le monde qui se marre, qui part dans leur délire, mais les gars, vous étiez plus marrants il y a 10 minutes, tu vois, mais je peux pas le dire et je me casse, quoi. Et je suis dans le vrai. Alors que c'est toi qui es dans le vrai en faisant ça. Hein. Ouais, mais enfin, tu vois, j'étais pareil un an avant, tu vois, donc je peux pas non plus. La force que t'as, toi, c'est une expérience de toute une vie qui fait que quoi que tu dises, tu vois, enfin, c'est bon, quoi, même si tu trébuches et que tu bois une bière de temps en temps, le fait que t'aies la force de continuer de lutter, c'est quand même un exemple, tu vois, pour plein de gens qui essaieraient d'être comme ça, et même si plein veulent pas s'en rendre compte parce qu'ils se voient pas dans le problème, comme tu dis, quand toi tu parles de l'alcool. C'est différent, les gens sont forcés de te croire et de te suivre, tu vois, parce que t'as ce background qui fait que tu sais, quoi, tu vois, et tu l'as porté dans ton sang, dans tes veines, quoi. Je me suis pissé dessus devant la porte de chez moi parce que le temps de chercher mes clés, ma vessie débordait et j'ai changé 3 fois de jean, quoi, tu vois. Enfin bon, d'accord, c'est le genre d'anecdote qui va convaincre tout le monde d'arrêter de teaser, ça. J'ai mis de côté quelques vidéos de Roussel. Une des bases pour moi, tu vois, du mouvement ouvrier, c'est quand même de reconnaître que l'alcool, c'est le fléau de la classe ouvrière et c'est un démon et c'est imposé par des lobbies, etc. Et il faudrait s'en libérer, tu vois.
Et pourtant, là je vois Roussel, le boss du PC, depuis combien de temps ça fait depuis qu'il a lancé sa campagne présidentielle là? Il se fait le chantre du pinard et de la bière et tout sous prétexte de défendre la gastronomie bien française, et en fait il fourgue le discours des lobbies de l'alcool chez les ouvriers qui meurent par dizaines de milliers tous les ans de ça, tu vois. Premier extrait, là il est à l'UMA. Qui critique la baguette, le vin, le chocolat, le Marcel que portait Jean Dujardin, le béret, et qu'ils disent que ça, c'est la France rance. Eh bien moi, cette France, je l'aime, je la kiffe, c'est ma kiff-France. On est plus en 1900, quoi, le mec, il est où? Ouais, il défend une bonne vieille France à l'ancienne. Attends, deuxième extrait, là il est sur France 3, let's go. C'est limite réac, hein. C'est limite réac de droite, hein, quand même. Hein. C'est même pas limite, hein. Et attends une seconde. Et là c'est vraiment un florilège pour montrer que dès qu'il passe à la télé, il est en mode pinard. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et donc le meilleur moyen de défendre le bon vin, la bonne gastronomie, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Des petites choses quand même. Vous savez que les associations qui luttent contre l'alcoolisme disent qu'il faut faire plus pour la lutte contre l'alcoolisme et mettre par exemple sur les bouteilles de vin des grands avertissements comme sur les paquets de cigarettes. Le chat est déjà remonté vent debout contre Roussel. Que va-t-il dire contre ça? Vous y seriez favorable à ça? Je pense qu'il faut effectivement développer les campagnes de prévention pour lutter contre l'alcoolisme, mais le bon vin, comme la bonne viande, il vaut mieux en boire peu, mais du bon, manger moins, mais de la bonne, boire français, la viande française, mais surtout que tout le monde y ait accès. J'entends beaucoup cette vision-là pour dédouaner le vin, dédouaner l'alcool du problème de l'alcoolisme, comme si c'était séparé. Genre on dirait que Mac Barrett, tu vois, il est malade, c'est de sa faute, et les gens peuvent continuer à picoler et à consommer ce truc comme si de rien n'était, et comme si c'était pas lié. C'est quand même con, enfin je veux dire. Mais ça a toujours été moi qui avais un problème, selon les autres. Fabien Roussel, depuis 6 mois, il nous bassine quotidiennement avec la bonne viande, le bon vin, la bonne bière. Ce matin, c'était la fois de trop. Moi, quand je dis que je défends la gastronomie française, une bonne viande, un bon vin, un bon fromage, mais aussi une bonne bière. Parce que je suis du Nord. Et c'est vrai. Pour être un bon gars du Nord, il faut picoler, tu vois, sinon t'es pas tradition, t'es pas un gars du peuple. On dirait que le PC, tu vois, ils ont totalement foutu en l'air toute l'idéologie de la classe ouvrière depuis, tu vois, 30-40 ans, et là, ils essaient de se reconstruire, mais en mode, qu'est-ce qu'ils font les ouvriers? Ils font des barbecues, et ben on met ça dans le programme, ils ont des bagnoles, ok, on met ça dans le programme, ils boivent du pinard, on met ça dans le programme, tu vois, genre comme si c'était comme ça qu'ils allaient défendre le peuple. Et ça me fait trop de mal de voir des mecs qui s'appellent PCF faire la pub comme ça de poison et tout. Ah ouais, non, mais c'est des produits de mort, hein. C'est assez simple, hein. Tu trouves des documents du mouvement ouvrier à l'époque du Front Populaire et ils disent l'alcool est un poison au même titre que la morphine ou l'arsenic. Ce qui est vrai, c'est que les travailleurs mal nourris, mal logés, maltraités à tous les points de vue sont plus enclins que les autres à chercher dans la narcose alcoolique l'oubli de leurs souffrances et de leurs inquiétudes. Par conséquent, l'amélioration des conditions d'existence du prolétariat est un des moyens les plus efficaces de combattre l'alcoolisme. À l'époque, c'était vu comme la base, tu vois, genre, voilà, on est parti de la classe ouvrière, on défonce tout ce qui pourrit le cerveau de la classe ouvrière, qui est censé se retrouver au pouvoir dans quelques années, donc autant que tout le monde soit l'esprit clair et tout. Il ne saurait être question de distinguer entre l'abus et l'usage. Putain, c'est exactement le contraire de ce qu'a fait Roussel en disant, les alcoolos, vous pouvez crever, mais l'usage, par contre, c'est normal, c'est la bonne France. En prendre peu, c'est se faire un peu de mal, en prendre beaucoup, c'est se faire beaucoup de mal, disait la gauche de l'époque. C'est un truc de ouf, on va voir à quel point ils ont totalement capitulé là-dessus. Le Mac Barrett, tu reviens quand tu veux, un mardi culture. J'ai prévu dans la soirée, enfin dans la nuit du réveillon du 31 au 1er, de faire comme l'année dernière un minimum de 8 heures de live. Vous retrouvez Mac Barrett sur clan-d.net. Merci à toi d'être venu. À la main. Ta casquette, toujours mortelle, toujours étincelante des années après. Merci à tout le monde d'avoir suivi.